Bienvenue donc pour ce mardi du matrimoine. C'est un rendez-vous que nous donnons une fois par trimestre en mettant une femme donc à l'honneur ou une historienne comme ce soir ou une femme qui a fait quelque chose de remarquable pour la ville ou pour la région. Voilà. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Laurence Montel, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Voilà. Et donc, elle a écrit ce livre l'année dernière qui s'appelle « Marseille, capitale du crime ». Vous l'avez en grand au-dessus de moi, « Les racines d'un imaginaire ». Et ce livre, bien sûr, nous a interpellés quand il est sorti, parce que Marseille, capitale du crime, eh bien, il y avait un point d'interrogation derrière et pas un point final. Donc on a dit, ça va être certainement très très intéressant. Et je sais que c'est la somme d'un travail remarquable qu'a fait Madame Montel, et il n'y en a qu'une petite partie là-dedans. Mais alors à la fois, il est très juridique ce livre, mais il est à la fois très accessible. Donc je vous le conseille, il est dans toutes les bonnes librairies, et il est aussi à la bibliothèque, au 3e étage, à l'espace régional. Voilà, donc je fais un peu de pub aussi en même temps. Alors, Madame Montel donc, vient de Poitiers, et moi, pour introduire un petit peu le débat, j'avais envie de lui demander, depuis l'autre fois, pour quelle raison, venant de Poitiers, elle s'est intéressée à Marseille. Voilà. Donc, je vais la laisser nous répondre, et elle va, à la suite du débat, il y aura donc un petit échange avec la salle. Hein, donc, si vous avez des questions, on passera avec le micro. Voilà, bonne soirée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et je suis ravie d'être invitée par l'équipe de la médiathèque pour vous parler de ce livre. Et aussi, je vais vous parler du livre, mais aussi de la raison pour laquelle je l'ai écrit et comment je l'ai écrit. Alors, quand j'ai été invitée, j'ai répondu « Merci, c'est gentil de m'inviter, mais vous savez, je ne vais pas vraiment parler de matrimoine parce qu'en fait... quand on travaille sur le crime organisé en particulier, alors je vais mettre la couverture du livre, voilà. On va surtout parler d'hommes, et on se souvient peut-être de la chanson de Fernandel, un dur, un vrai, un tatoué. Donc les hommes du milieu, voilà, c'est plutôt des hommes c'est une sorte de virilité exacerbée, un peu débridée. Donc je n'avais pas pensé que c'était parce que je pouvais moi-même finalement faire partie de ce matrimoine. Donc c'est un peu impressionnant. Alors je me suis dit quand même qu'est-ce que je vais vous dire d'abord sur mon rapport au matrimoine, en quoi il y a du matrimoine, sans me dire que c'est mon livre qui va rentrer dans ce matrimoine. D'abord je vous dirais que j'ai l'histoire en héritage matrilinéaire puisque ma mère a été prof d'histoire-géographie et longtemps, pour celles et ceux qui connaissent, au lycée Victor Hugo de Marseille. Donc ça veut dire que j'ai aussi l'héritage de Marseille dans ma famille. Et puis j'ai d'autre part, il y a une légende familiale, c'est une grande-tante. Alors c'est pas seulement une légende parce qu'il reste quelques traces, une grosse croix en or, quelques bijoux assez importants, quelques-uns, voilà. Une grande tante dont j'ai toujours entendu dire qu'elle avait fait fortune dans le commerce transatlantique de lingerie fine à destination des maisons closes de l'Amérique du Sud. Donc, d'une certaine manière, il y avait un intérêt pour ce sujet et pour l'histoire et pour Marseille. Mais alors, je suis une Marseillaise de la bordure, dans le sens où ma famille, elle est plutôt originaire des quartiers, des faubourgs, en fait, ouvriers, du côté de ma mère, du boulevard Rodot. De l'autre côté des Égalades, et puis ce sont des gens qui sont partis en fait en direction d'Aix, mais ils ne sont pas allés jusqu'à Aix, c'est plutôt arrêté entre Notre-Dame-Limite et Septème-les-Vallons. Vous voyez, donc en fait on a vécu là dans les années 80-90. Et au fond, Marseille, c'était l'endroit où on sortait le samedi après-midi entre collégiennes. Et puis après, j'ai pas fait mon lycée à Marseille. Et Marseille, c'est devenu un sujet sur lequel j'ai travaillé. J'ai seulement vécu 1 an à Marseille, mais j'y suis toujours revenue. Donc en fait, je me sens comme une Marseillaise de la bordure et une Marseillaise qui a un lien discontinu à la ville.
Mais c'est peut-être aussi parce que je me sentais à la fois loin et proche de Marseille que j'ai eu envie, en historienne, de travailler sur la ville. Alors je me souviens, quand je faisais ma thèse, on me disait « Pourquoi tu travailles sur Marseille ?» Je disais bah, « C'est une ville qui est difficile, en fait. » Et j'avais l'impression que si je l'étudiais, j'allais mieux la comprendre, j'allais mieux me l'approprier. Et donc cette thèse, je l'ai faite à Nanterre. Et après, j'ai travaillé à Paris, en Belgique, en Normandie, à l'université de Caen, avant d'arriver à Poitiers, qui est très très différente comme ville, évidemment, de Marseille. Mais cette thèse, je l'ai soutenue en 2009. Et le livre, il est paru en 2024. Alors, bon, du point de vue académique, c'est pas un bon calcul. Normalement, il faut soutenir en 2009 et publier dans les 2-3 années qui suivent. Alors comment je peux expliquer ça je pense que c'est parce que j'avais besoin de multiplier les faces d'escalade du sujet. C'est-à-dire, telle que la thèse était, j'étais pas satisfaite, je trouvais que je pouvais pas publier la thèse comme elle était. Puisqu'on est ici dans des soirées où on parle de matrimoine et de mère, je vous dirais aussi que moi je fais partie des personnes pour qui être une mère biologique, ça m'a empêché, je pense, d'écrire un livre. Pour moi c'était l'un puis l'autre, mais faire les deux ensemble, j'y arrivais pas. Et je pense qu'il y avait aussi un troisième sujet, c'était que écrire un livre, c'était se séparer de Marseille, en un sens. Parce que ça veut dire que le livre, une fois que, vous voyez, vous avez tout mis sur le papier, eh ben, il part, il peut être lu, il peut être, je sais pas, critiqué, même au sens positif, mais d'autres peuvent s'en emparer, d'autres peuvent aussi s'en servir pour continuer à réfléchir sur ces questions, et donc potentiellement dire ce qui est dans ce livre c'est bien, mais au fond on pourrait aller plus loin, et c'est comme ça que la recherche progresse. Et je pense que tout ça c'était un petit peu compliqué, et que le fait de ne pas l'écrire, c'était peut-être aussi ne pas être parti, vous voyez, être toujours marseillaise quelque part, même si c'était très intérieur. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que ça me place en position d'outsider, au sens premier du terme, de quelqu'un qui écrit sur Marseille sans être à Marseille ou à la fac d'Aix ou quoi. Ça a des intérêts, mais ça a aussi des inconvénients, parce qu'il y a plein de choses dans la recherche qui se disent sans être écrites dans des livres, ou bien ça se dit pendant des années, ça se mature et puis ça sort 5 ans plus tard, et quand on n'est pas dedans, on n'est pas au fait de ce qui se passe. Et puis, je dirais aussi que ça peut avoir ça a plusieurs inconvénients, notamment le fait que quand on part, la ville change. Alors là, ça me donne envie de vous parler du livre de Julien Gracq, La forme d'une ville, qui est écrit sur Nantes. Mais quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai ressenti un petit peu ce que lui, il avait ressenti, ce qu'il dit de sa relation à Nantes. D'abord, le livre commence par cette phrase qui est assez connue. « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le corps d'un mortel. » Alors, je pourrais dire aussi d'une mortelle ou d'une historienne, qui est que moi, quand je reviens à Marseille par intermittence, je ne reconnais plus ma ville. La ville, mais peut-être même que la ville d'ailleurs elle-même ne me reconnaît plus. En fait, cet été, je suis venue, j'ai pris de l'argent dans un distributeur et quelqu'un m'a dit « Faites attention, ici on reconnaît les touristes, vous allez vous faire voler votre téléphone. » Alors je me suis dit « Bon, ça y est, je suis étrangère, ça doit se voir. » Enfin voilà. Donc j'ai changé, la ville aussi. Et ça interroge aussi sur la façon dont on étudie la ville, parce que moi, je portais ce sujet depuis les années 2000, et Julien Gracq, il dit aussi que quand on imagine une ville, on la remodèle. Donc il raconte un peu dans ce livre comment il veut lui prêter chair, de la chair, de la vie. Il dit on le fait selon la loi du désir, plutôt que selon celle de l'objectivité. Alors ça c'est inquiétant parce que quand on fait de l'histoire ou de la science en général, en fait il faut avoir une forme d'objectivité quand même, on se pose tout le temps la question. Donc ça veut dire que le danger il est plus grand. Il faut être vigilant et j'espère que vous trouverez que je le suis. Et puis il dit aussi quelque chose qui m'a paru vraiment très intéressant, c'est les correspondances intimes qui se créent entre l'écrivain ou l'historienne et la ville imaginée. Et en particulier, il a cette phrase que je trouve vraiment bien. Il dit que cette ville, elle l'accompagne comme un vadémécum qu'on promène partout, qu'on feuillette, à la fois tremplin, inusable pour la fiction, réseau d'ornières mentales que les cheminements imposent en lui et qu'elles ont creusé et durci. Et moi, je me suis dit, mais peut-être que cette ville aussi, elle a creusé des cheminements en moi. Enfin, comment on fait quand on est si imbriqué à la ville? Et donc, je pense que ça a joué aussi dans
la lenteur que j'ai mis peut-être à écrire est dans ma perception de la ville. Et ça joue d'autant plus que je dirais que, vous voyez bien, je ne sais pas si vous avez lu par exemple 5 dans tes yeux d'Adrien Bels. Marseille, c'est une femme. Alors c'est un roman qui est formidable parce qu'il reprend cet imaginaire en l'actualisant, mais vraiment il pousse loin en fait l'incarnation féminine de Marseille. Et donc c'est une ville très charnelle, c'est une ville féminine. Donc quand on est une chercheuse qui travaille sur Marseille, en fait il y a des formes de correspondance qui peuvent se mettre en place. Enfin, si j'en reparlerai peut-être un petit peu après, en tout cas dans la sensation de l'existence et de l'être. Et donc voilà, je vous dirais qu'au fond, je pense que finalement, Marseille elle-même est dans mon matrimoine, un peu comme on parlerait du patrimoine génétique. Mais j'en viens quand même à ce livre, donc après vous avoir parlé de tout ça, et vous expliquer un peu comment je l'ai fait, et les différentes étapes de maturation, et aussi ce qui est dedans. Mais d'abord, je voudrais un peu vous présenter Marseille, parce que vous la connaissez bien, mais pour comprendre un peu finalement le travail et le résultat du livre, il faut revenir sur cette ville et son histoire au 19e et au 1er 20e, c'est-à-dire la période étudiée. D'abord, le fait que cette ville, que Marseille, c'est une ville qui connaît une très forte croissance urbaine au 19e siècle. Vous voyez, là, je vous ai indiqué le nombre d'habitants entre 1816, à peu près le moment où commence le livre, 100 000. Plus de 900 000 en 1936, même si on sait que les chiffres sont un peu forcés, quoi, parce qu'il y a une concurrence avec Lyon pour être la deuxième ville. Donc en fait, on a tendance à rajouter des ménages qui n'existent pas. Mais enfin, on s'approche quand même des 100 000. Cette croissance, elle est liée à l'essor industriel, en lien bien sûr avec le port, qui est un grand port de transit de marchandises dès les années 1830-1840, mais qui devient à la fin du 19e siècle aussi un port passager très important, dans un contexte, vous savez, de globalisation du marché du travail, donc cette grande migration vers les Amériques. Et Marseille, c'est un des ports, on va dire, d'escale. La grande question pour le patronat marseillais du 19e siècle, c'est comment faire pour que le port ne soit pas juste une infrastructure qu'utiliseraient des compagnies étrangères. Comment faire pour retenir la richesse à Marseille et, si possible, en profiter. Donc, le projet, c'est de rendre la ville industrielle, de créer de l'industrie pour retenir des matières premières, les transformer et les réexporter. Mais ça veut dire faire grossir la force de travail et donc le monde ouvrier. Et donc, un aspect qui est très important, c'est le fait que la population marseillaise, elle se prolétarise dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire, la très forte croissance de la population est largement liée à la croissance ouvrière. Et ça, c'est très important parce que c'est une population ouvrière qui, en plus de ça, n'est pas beaucoup, on va dire, gagne mal sa vie, grosso modo. Gagne mal sa vie parce que le patronat marseillais, il profite du fait qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi, si on pourrait dire, si on prend des termes d'aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas besoin de les payer beaucoup. Il n'y a pas non plus besoin d'investir beaucoup en capital de machine ou quoi. On peut profiter de la force des bras de ces ouvriers. Et donc, il y a cette croissance finalement de cette population ouvrière. Et en plus, cette croissance ouvrière est portée par l'immigration. Beaucoup par l'immigration, alors d'autres régions de France, mais aussi, comme vous le savez, très probablement, d'Italie, avec un accroissement de la diversité des origines des années 1910 à l'entre-deux-guerres. En fait, tant que les ouvriers italiens sont assez méprisés finalement par les ouvriers français qui ne s'entendent pas bien, qu'il y a des tensions très très fortes, vous connaissez peut-être l'affaire des Vêpres marseillaises de 1881 avec des massacres d'Italiens par des Français, aussi quelques Français qui sont brutalisés par des Italiens. Là, on était plutôt dans une situation de conflit. Ensuite, il y a plutôt une alliance qui se fait au niveau syndical, une intégration des ouvriers italiens. Et à ce moment-là, le patronat il va aller chercher des Nord-Africains, notamment des Kabyles, parce que ça lui permet de payer, de tirer vers le bas les salaires et d'avoir une main-d'œuvre qui est moins revendicatrice.
Donc vous avez cette diversification de la population, à quoi s'ajoute dans l'entre-deux-guerres le fait que Marseille c'est une ville-refuge, puisqu'elle accueille beaucoup d'Arméniens après le génocide, beaucoup de républicains espagnols au moment de la guerre d'Espagne, à quoi s'ajoute aussi la proximité avec les colonies. Marseille revendique le titre de capitale de l'Empire, mais c'est pas seulement exporter des richesses et des hommes, des armées, des populations d'administrateurs vers les colonies. Ça fait aussi d'elle une ville qui accueille beaucoup de populations colonisées. Donc vous avez cette diversité de la population marseillaise importante dans les années 30. J'ajoute ce dernier élément important, mais qui est la politique, le fait que cette population, elle se politise à gauche. Je veux dire, on sait bien que le socialisme à Marseille, c'est une tradition très implantée. Et Marseille, c'est quand même la plus grande ville à élire en 1892 un maire socialiste. Ce maire socialiste, c'est Siméon Flessière. Pour une partie des socialistes, on va dire des gens de gauche, c'est quand même un socialiste assez modéré. Hein. Si vous regardez par exemple sa fiche sur le Métron, le grand dictionnaire du mouvement ouvrier, vous verrez que c'est assez critique, comme si c'était un socialiste de droite un peu. C'est un peu critique quand même. Mais du point de vue de l'État, que cette grande ville tombe dans les mains d'un socialiste, ça pose problème. Hein, ça pose question et ça inquiète. Donc vous avez tout ça qui joue dans l'image et la réputation de la ville. Alors j'ai pris quelques cartes aussi pour vous montrer la croissance urbaine, l'étalement. Alors elles sont marrantes parce qu'elles ne sont pas orientées pareil. Hein. Au début, vous voyez, on oriente... Alors attendez. Première, on l'oriente avec le vieux port vers le haut. Après, on le met plutôt vers la gauche. Et puis on arrive, vous voyez, dans les années 30 à la représentation que nous, on trouve aujourd'hui. Je vous signale que, vous voyez, le petit cercle là que j'ai fait, bon, c'est l'emplacement de ce qu'on a appelé le quartier réservé, qui était le quartier où, du point de vue réglementaire, devait se concentrer la prostitution. La prostitution, jusqu'à la loi Marthe-Richard, après-guerre, en 1946, est autorisée, mais c'est dans un cadre très contrôlé, réglementé, soit d'abord municipal puis préfectoral. Et si on respecte le règlement, enfin, disons que les tenancières de maisons qui respectent le règlement, les prostituées qui respectent le règlement n'ont normalement pas de problème avec la police. Ça veut dire que moi j'ai du mal à aller voir dans les sources. Mais il y a tellement de sources qui montrent que c'est pas respecté. Enfin, c'est tellement pas facile à respecter aussi ce règlement, puis il y a tellement, je pense, d'argent à faire, qu'il y a beaucoup de sources qui montrent que la prostitution est ailleurs. Mais c'est important de parler de ce quartier réservé, parce que c'est lui qui va focaliser en premier lieu les images ambivalentes, voire négatives de Marseille, et c'est lui qui sera détruit en 1943 par les nazis. Alors, j'ai pas mis, vous avez vu, j'ai pas mis le petit point d'interrogation. Quand j'ai discuté avec mon éditeur de Champvallon du livre, j'ai proposé Marseille, capitale du crime, avec des guillemets. Je voudrais dire tout de suite que c'est lui qui a dit « On va rajouter le point d'interrogation, sinon les Marseillais vont pas être contents. » Mais je suis d'accord. En fait, moi, j'ai hésité parce que c'est lourd, je trouvais, les guillemets, le point d'interrogation, ça faisait beaucoup. Mais parce que pour moi, ça suffisait de mettre des guillemets parce que c'est une citation. Marseille, capitale du crime, c'est employé en France la première fois, en tout cas d'après ce qu'on sait grâce à la numérisation de presse, en 1929 par Paul Bringuier, un journaliste, dans Détective. C'est l'ancêtre du journal que vous connaissez, en fait, qu'on voit encore en kiosque, sauf qu'à l'époque, c'était Gallimard qui l'avait racheté pour en faire un journal qui lui rapportait de l'argent. Et il y avait des plumes prestigieuses qui écrivaient, par exemple, les frères Kessel. Et donc, c'est une citation, et c'est à cette période-là que ça devient une question, et surtout une façon de désigner Marseille, de la qualifier dans l'espace national. On lit aussi Chicago sur Méditerranée. Alors, le contexte local, c'est un braquage
qui a fait des morts. Vous voyez là où il y a le centre bourse, en fait, à ce moment-là, il y avait des terrains vagues, parce qu'on ne savait pas quel projet urbain mettre en œuvre. Et donc, c'était un lieu, un peu un non-lieu dans la ville. Et c'était un non-lieu qui était traversé par des transporteurs de fonds à pied, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les fourgons de la Brinks. Donc, les transporteurs de fonds, ils étaient à pied avec des sacoches, puis il y avait un type armé qui les accompagnait. Et comme ils prenaient toujours la même route, c'était ces gens-là, en tout cas, ils avaient été repérés, et ils se sont fait agresser par des voleurs qui ont volé la sacoche et tué le pauvre monsieur qui accompagnait les transporteurs. Et ça, on en a parlé dans les journaux nationaux. Le contexte, c'est pour moi la fin de l'union sacrée. Alors ça, c'est avéré en histoire que vers 28-29, c'est la fin de l'union sacrée, de cet esprit d'unité qui prolonge finalement la paix et puis la Première Guerre mondiale, et le retour des conflits en fait dans la société. Et c'est le retour pour moi de discours négatifs sur Marseille qui avait un peu disparu depuis la Première Guerre, même si dans la Première Guerre, il y en avait eu, mais pas sur le thème du crime. Donc c'est la fin de l'union sacrée. Dans le même temps, la fin des années 20, c'est le grand moment où en France on découvre le gangstérisme américain. Et donc on découvre Chicago. Et il y a un parallèle qui se fait entre, vous voyez, la relation entre Washington, la capitale, et Chicago, capitale du crime. Et puis Paris, la capitale, et Marseille, capitale du crime. Donc c'est de là que ça vient, dans ce contexte d'américanisation de la culture. Mais on peut évidemment aller plus loin, parce que c'est intéressant que cette période, c'est aussi le moment où cette représentation de Marseille comme capitale du crime va entrer dans le mythe de Marseille. Et les deux personnages qui font entrer ça dans le mythe de Marseille, c'est Carbone et Spirito. Alors vous avez là une photographie de presse qui vous les montre devant le panneau qui indique, vous voyez, derrière Marseille, parce que là, ils sont sur le quai de la gare de Dijon. Ils ont été libérés parce qu'on les a mis en préventive en pensant qu'ils étaient à l'origine d'un crime politique. Mais rien, en fait, c'est plutôt une erreur de la part du policier, qui est le policier Bonny, pour ceux qui connaissent un peu les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, et puis la rue Lauriston et Bonny-Lafont et tout ça. Donc c'était lui, quand il était encore un des meilleurs policiers, des policiers qui apparaissaient comme les plus impressionnants et les plus appréciés de cette période. Il avait l'image du policier moderne. Vous savez, par rapport au commissaire qui a son chapeau melon et ses grosses moustaches, lui, c'était un peu un type qui avait des super costumes, il était beau, il portait bien. Bon, le problème, c'est qu'on a compris que s'il avait un super costume, ce qui était corrompu, donc il pouvait se les faire payer parce que c'était pas son salaire qui lui permettait. Mais enfin, voilà. Et il les avait fait mettre en prison, mais à tort, et pour lui, c'est le début de sa disgrâce. Et ils sont sur la couverture. J'ai pris cette photo pour la couverture où on les voit avec leurs avocats, parce que j'aime bien en fait, ils posent un peu comme des vedettes, vous voyez, un peu comme pouvaient poser les gangsters américains, et parce que c'est vraiment le moment où le milieu marseillais devient une réalité dans les représentations collectives en France du fait de cette affaire. On pourra en reparler, mais je vais quand même avancer un petit peu. Et donc ça m'a vraiment, je me suis dit, il faut vraiment, si je fais l'histoire de ce milieu, il faut vraiment parler de ça. Mais alors, vous voyez, le livre, c'est aussi sur l'imaginaire. C'est aussi sur l'imaginaire. Et qu'est-ce que j'entends par imaginaire? Puisque dans le titre, il y a les racines d'un imaginaire. C'est l'ensemble, en fait, des représentations en réseau qui mettent en rapport Marseille et le crime, et où on trouve des individus qui ne font pas seulement des crimes et des délits, mais qui sont un peu des individus ambigus, qu'on associe à des milieux un peu avec des activités, vous voyez, entre l'interdit pénal et, on va dire, la marge. Parce que, vous voyez, dans ce milieu, vous et moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va mettre les gens qui entretiennent des prostituées, ou qui tirent leur argent des tripots, ou qui tirent leur argent du trafic de drogue. Hein. C'est à ce moment-là que tout ça se met en place. Or, en fait, le marché de la drogue, il existe un marché légal, en fait, réglementaire, pour des besoins médicaux, vous voyez, mais il est très étroit, il est très contingenté et étroit.
La prostitution, comme je vous disais à l'époque, il y a un secteur qui est un secteur légal, en fait, réglementé, donc en fait il est légal. Et on pourrait dire que pour les tripots aussi, dans certaines circonstances, il est possible d'en ouvrir et c'est légal. Et donc, ce sont beaucoup des gens qui sont entre le légal et l'illégal, et peut-être finalement plutôt dans des franges immorales du commerce. Et ça, c'est quelque chose qui rend le travail un peu compliqué, je vous dirais. Et donc, je me suis intéressée bien sûr à ces individus, à ces acteurs, mais c'est très difficile. C'est un monde qui est assez fuyant dans les archives de la répression et surtout dans les archives judiciaires. Voilà, je vous expliquerai pourquoi je pense ça un peu plus loin. Et donc, par contre, il y a une profusion de discours, et le milieu, c'est quand même une construction imaginaire, une façon de se représenter ce monde-là. Il faut mettre des mots sur les choses. Donc c'est le fait qu'à un moment donné, on a décidé de mettre des mots là-dessus, et de l'associer à l'image de Marseille. Et moi, c'est quand même ça qui m'a beaucoup intéressée. Alors, pour vous donner quelques références parmi ce que je pourrais appeler mon patrimoine, là, pour le coup, intellectuel. D'abord, le travail d'Émile Temim, qui avait écrit un article dans l'Histoire, vous voyez, en 99, La légende noire de Marseille. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on pourrait l'écrire comme ça. Mais pour dire, voilà, dans les années 30, il y a vraiment ces temps sombres de la ville. Ces temps sombres, alors c'est très associé justement à Carbone et Spirito et à Sabiani. Sabiani qui avait été donc l'adjoint au maire au départ de Flessières, socialiste, et ensuite, à la mort de Flessières, il était finalement l'homme fort de la mairie au début des années 30. Et ce trio, il incarne les années 30 dans les représentations collectives, pour qui, en tout cas, s'y intéresse. Mais c'est un peu, à mon avis, une façon de limiter la connaissance de cette période. Parmi les auteurs qui m'ont inspiré, il y a Marcel Roncaliolo, qui a beaucoup écrit sur l'imaginaire de la ville, Pierre Laborie, qui lui a travaillé sur ce que pensaient les Français des années 30 et sous Vichy, et puis Dominique Khalifa sur les bas-fonds. Et là, il y a deux traditions différentes de travail sur les imaginaires que j'ai essayé de mettre ensemble dans le livre. Vous pouvez travailler sur les imaginaires un peu comme on le ferait, en s'intéressant à leur économie interne. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire des bas-fonds, comment c'est structuré, par exemple, quel type de récit se retrouve tout le temps, ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi vous demander ce que cet imaginaire dit des gens qui le portent et quels sont les effets de cet imaginaire. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi de s'intéresser aux effets, parce qu'on sait que ça a des effets, en fait, les représentations péjoratives. Et là, les sociologues, ils ont beaucoup travaillé aussi là-dessus, sur quels effets ça produit, la stigmatisation, par exemple, des quartiers nord sur les populations, lorsqu'elles veulent un emploi et qu'elles arrivent avec une adresse dans les quartiers nord, etc., dans certains espaces qui sont stigmatisés. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était aussi quelque chose qui était passionnant. Mais l'autre élément que je trouve passionnant sur ces imaginaires, c'est quand on est historien, on s'intéresse au temps et aux évolutions et on séquence le temps. On aime bien séquencer le temps. On aime bien aussi travailler sur ce qu'on appelle les temporalités, c'est-à-dire en fait il y a des choses qui passent plus vite que d'autres, qui s'articulent, etc. Les imaginaires, ce qui est quand même fascinant, c'est comment il y a des permanences. C'est-à-dire comment des imaginaires qui ont pu être structurés par exemple dans les années 30, ils continuent d'infuser aujourd'hui. Ils continuent d'infuser et ils jouent dans la représentation de la ville, ils jouent dans le fait qu'on va pouvoir retourner aussi dans le passé pour justifier une représentation au présent. Alors, je vous montre quelques extraits pour vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que quand même remonter à ces années 30, c'était passionnant. L'histoire, en fait, est souvent convoquée par les acteurs de la vie publique ou bien par les professionnels. Là, en l'occurrence, vous voyez, par exemple, le procureur de la République, alors c'est Nicolas Besson, j'ai pas mis son nom, mais c'est lui, qui a déclaré en 2023 les règlements de compte atteignent aujourd'hui un niveau de violence historiquement jamais atteint. Moi, ça me renvoie évidemment à l'histoire. Benoît Payan, le maire de Marseille, qui en 2023 avait aussi dit c'est pas une question d'insécurité, parce qu'à ce moment-là, il y avait une polémique autour de l'insécurité. Dans les médias, on parlait beaucoup de ça, il y avait eu des faits divers assez tragiques. Il n'y a pas de sujet spécifique. Marseille, ce n'est pas Chicago dans les années 60.
Alors, quand on travaille sur la question, en fait, on sait que c'est Chicago dans les années 30 et pas 60. D'ailleurs, dans une interview postérieure, il a rectifié. Il a parlé de Chicago, mais dans les années 30. Mais là, il a fait un amalgame sur le passé en général. Donc, on voit bien comment, dans l'imaginaire, en fait, ce qui s'est passé de concret dans les années 30, en fait, après, ça a sa vie propre, c'est un peu flou, ça se mêle à d'autres représentations. Et puis, le troisième élément de la diapo, alors vous vous souvenez quand il y a eu le drame de malheureux là, de la rue d'Aubagne, 20 minutes le 5 novembre 2018 avait titré « Faut-il mettre Marseille sous la tutelle de l'État ?» Et ça, c'est vachement intéressant parce que à Marseille, je pense que quand on est, j'en sais rien, Poitevin justement, et qu'on lit ça, on voit pas trop l'intérêt. Mais quand on est Marseillais, la tutelle, c'est vraiment, je pense pour beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, c'est fort, ça veut vraiment dire quelque chose, parce que c'est la tutelle de mars 1939. Et donc, il reste aussi quelque chose dans la conscience collective de ça. Donc, moi, ça m'intéressait parce que quand Émile Témime il dit les légendes noires de Marseille, il y a Carbone, il y a Spirito, il y a Sabiani, il y a la tutelle. Et tout ça, c'est un peu ensemble. On peut rajouter l'incendie des Nouvelles Galeries. Hein, voilà, c'est en gros le mythe des années 30. Comment on peut le débrouiller? Et ça c'était au cœur vraiment de mon travail. Si j'ai rajouté là, vous voyez, sur les réseaux sociaux, quelque chose que j'ai lu, que les truands s'entretuent entre eux ne va pas me faire perdre le sommeil. Le problème, ce sont les victimes innocentes, qui sont parfois les victimes collatérales. C'est vrai que c'est un problème. Mais quand le procureur de la République déclare le niveau de... Il va dans les médias pour dire ça peut plus durer, le niveau de violence atteint des sommets. Quand le ministre de l'Intérieur vient à Marseille et dit... dans les médias partout. Oui, la lutte contre la montée de la violence dans la ville, c'est une de mes priorités. Vous voyez ? Et puis j'ai aussi indiqué Stéphane Ravier, notre élu local. 85% des Marseillais estiment être en insécurité. En fait, tout ça, c'est, on pourrait dire, comme presque une photographie de l'espace public aujourd'hui. C'est-à-dire dans les médias, dans l'espace public, les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent de ça. Donc il y a la société civile qui s'exprime. Il y a le procureur de la République qui monte au créneau, qui dit « on va vous protéger ». C'est le rôle de la justice quand même et de l'État, de protéger la population. Il y a la polémique politique. Mais là, on ne le voit pas, mais il y a, au fond, quand le ministre de l'Intérieur dit je vais venir à Marseille, on va encore renforcer la police, les moyens, etc. Et puis que vous avez le maire qui dit oui, bon, mais quand même, ok, il y a un problème, mais il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a un problème. Donc en fait, vous voyez, vous avez un espace structuré avec la société civile, les pouvoirs publics, la polémique locale, politique, les rapports entre la ville et l'État. Et il y a toutes ces dynamiques qui sont là. Et en fait, c'est vraiment, je dirais, vraiment structurel dans le sens où c'est assez solide comme fonctionnement de l'espace public. Et donc moi, parmi mes questionnements, il y avait, mais au fond, de quand ça date? Depuis quand on observe ça? Et c'est vrai que ça, c'est pas les années 30. Ça naît avant, ça naît avec la Troisième République, l'élection des maires à partir des années 80, le fait que donc localement il va y avoir des campagnes électorales, que très rapidement en République, à ce moment-là, la sécurité, ça devient un thème presque inévitable. Enfin, en fait, quand on voit qu'aujourd'hui, on dit on politise la question de l'insécurité, en fait, vous ouvrez les journaux de la fin du 19e à Marseille et c'est pareil. On dit que la mairie socialiste, elle ne sait pas gérer, qu'il y a de l'insécurité partout. Et puis, une fois que la mairie repasse à droite, le journal socialiste dit parce que vous trouvez que c'est mieux maintenant. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça se structure à ce moment-là. Et ça fait partie des choses qui m'ont aussi beaucoup intéressée. Mais alors, le livre, il commence encore avant. Il commence... disons, il a un début honnêtement un petit peu flou. C'est les aléas de la recherche. Il commence en 1812, mais au fond, j'ai surtout travaillé à partir des années 1820. 1812 parce que c'est à partir de 1812 qu'on a une série continue des arrêts de la cour d'assises. J'avais même envie de commencer avant, mais c'était trop de travail. Donc j'ai commencé là, mais plutôt ce qui m'a intéressé, c'est à partir de la reconstruction, c'est-à-dire des années 1820, parce que Marseille a beaucoup souffert des guerres de la Révolution et de l'Empire. Et une fois que la paix revient avec la monarchie, dans les premières décennies du 19e,
c'est la reprise du commerce et c'est le moment où les Marseillais, c'est-à-dire la bourgeoisie libérale en réalité à l'époque, commencent à avoir de grands projets pour sa ville. Et là, il y a une histoire de Marseille qui est l'histoire du grand récit de la croissance marseillaise du 19e. En même temps, il y a beaucoup de travaux d'historiens sur le banditisme d'Ancien Régime. Vous voyez, Mandrin, Cartouche, Gaspard de Besse, voilà. Ces figures-là, du banditisme itinérant de grand chemin. On a une représentation assez partagée, je pense, de ce que c'est que le milieu. Il y a les films, etc. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Et donc moi, j'avais envie, en fait, de commencer à une période où, au fond, on est un peu vierge de représentation. Et puis, à un moment où, finalement, c'est un moment fort, en fait, dans l'histoire de Marseille et de la construction de la Marseille moderne. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis attelée de cette façon-là et que j'ai souhaité remonter à une période où on avait plutôt une image positive de la ville. Alors, j'ajouterai qu'il y a aussi une autre raison. Alors, vous voyez, ce travail, moi, quand je l'ai commencé, c'était plutôt les années 2000. On était encore dans la continuation des années 1990. Et comme je suis moi-même marseillaise et que je suis montée à Paris et que j'ai encore mieux compris ce que c'était d'être d'origine marseillaise quand on était à Paris, parce qu'on est reçu comme un Marseillais ou une Marseillaise avec tout ce que ça suppose d'infériorisation, voilà, j'ai envie de dire. J'étais sensible à toutes les problématiques de la ville mal aimée. Et là, je vais citer le sociologue Dominique Bromberger, qui a dit qu'en fait, à ce moment-là, il y avait vraiment le sentiment d'appartenir à une ville à abattre. Je dois cette citation à Michel Sanson, à un article que vous pouvez lire dans Le Monde, Une ville cachée derrière les galéjades, octobre 1998, et qui dit bien, en fait, tout ce que c'est que cette ville, toute la façon dont elle est capable aussi, dont la population peut s'approprier, d'ailleurs, les stigmates et les images qu'on lui donne, et à quel point il ne faut pas en rester non plus aux idées reçues. Et donc, il y avait tout ça. Comment on fait quand on est marseillaise et comment on fait quand on est historien ? Comment on fait avec ça, j'ai envie de dire ? Est-ce qu'on est là pour aller contre les idées reçues ? Et comment on fait pour dire que les idées reçues sont des idées reçues ? À part dire, comme elles circulent et qu'elles sont répétées tout le temps, c'est probablement des idées reçues. Je veux dire par là que au départ, j'étais partie pour travailler sur la vraie histoire du crime marseillais, organisé marseillais, comme on le faisait à l'époque. Et là, je vais vous montrer de quoi je suis partie. Alors, ça ne se voit pas très très bien, je ne vais pas tout détailler, c'est beaucoup trop long. Mais quand j'ai commencé ce travail, je fais partie d'une génération qui est arrivée après, pour celles et ceux qui connaissent, ce qu'on appelait l'école des annales, qui était encore très puissante. Et les méthodologies de cette école reposaient beaucoup sur des statistiques. On faisait des statistiques, on quantifiait, parce qu'en fait, le chiffre et la quantification, c'est vrai que ça donne des ordres de grandeur, et puis c'est quand même quelque chose qui fait que l'histoire se rapproche un peu de la science dure. Vous voyez, des sciences dures, des statistiques, des mathématiques et tout ça. Et donc, l'idée, c'était de construire une grosse base de données, parce qu'en fait, à l'époque, évidemment, on n'avait plus des fiches perforées pour faire des statistiques, mais on commençait à faire des grosses bases de données. Et l'idée, c'était de faire des statistiques sur, le profil sociologique des malfaiteurs de profession, combien il y en a à telle période et combien il y en a à telle période, vous voyez, où ils habitent dans la ville, où les délits sont-ils commis, toutes ces questions. Sachant que quand on commence à quantifier, on peut être amené à se poser la question de est-ce que vraiment Marseille est une ville plus criminelle que les autres ? Vous voyez, ça pouvait être ça aussi l'objectif. Non pas comment se construit l'image de cette ville, capitale du crime, plus criminelle que les autres, dans les médias, la politique, les discours, etc., mais revenir aux chiffres et aux données. Donc j'étais partie là-dessus. Et ça, ça a été vraiment difficile à faire, quasiment impossible. Et je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Parce que là, j'ai pris de l'avance. Démêler le vrai du faux en histoire. Est-ce qu'on peut
démêler le vrai du faux et comment on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, je me suis vraiment demandé si c'était possible. Et après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'il y a les historiens qui ont travaillé sur les représentations. Ils disent peut-être qu'il y a du faux dans les représentations, mais en fait, ce faux, il dit probablement quelque chose de vrai sur la société qui l'énonce. Et c'est un peu comme ça que je me suis positionnée. Alors pourquoi c'était très compliqué de travailler dans cette tradition, je dirais, historiographique en faisant des contes? Alors, si vous choisissez un certain nombre d'infractions, là par exemple, je vous présente un autre livre fondamental sur ces histoires marseillaises, Marseille la violente de Céline Régnard, Criminalité, industrialisation et société. Si vous choisissez de dire je vais travailler sur les relations de la violence et je vais regarder ce que la justice nous dit de la violence. Donc je vais dire que la violence, c'est les coups et blessures, les meurtres, les assassinats. Vous voyez, vous pouvez prendre un certain nombre d'infractions qui existent dans le code pénal, vous allez aux archives, vous les cherchez dans les registres et vous les trouvez. Vous mettez tout ça dans une base de données et vous pouvez faire des statistiques. Je veux dire, c'est pertinent de faire ça. Alors moi, je suis allée donc dans les archives. Par exemple, je me suis dit au départ, je vais travailler sur les associations de malfaiteurs, puisque le but, c'est ça. Et des associations de malfaiteurs, il y en a 33 sur un siècle et demi, qui sont qualifiées comme telles. Mais c'est largement inférieur au nombre de vraies associations de malfaiteurs. En fait, ce que j'ai compris, c'est que vous avez une bande d'enfants qui a 10 ans, qui arrive, qui fait des petits vols, un peu des petits vagabonds, etc. Ils sont interrogés par le juge. Ils disent oui, voilà comment on se partageait l'argent. D'ailleurs, machin c'était le chef, comme font les enfants. Lui c'était le chef de bande, etc. Dans les années 1830, poursuite pour association de malfaiteurs. Ça rentre sous le coup de la loi. Mais évidemment que les adultes, ils font rarement ça quand même. Ils laissent rarement traîner des papiers avec des partages d'argent, par exemple, ou des choses comme ça. Et la loi n'est pas adaptée. Et même quand on essaie de la transformer pour la rendre plus adaptée, en réalité, dans les années 90, on sait qu'elle n'est pas adaptée. Et pourquoi on la transforme? Pour pouvoir atteindre les anarchistes. Donc ça ne marche pas pour atteindre les voleurs, en fait. Et je me suis dit, en fait, non, les magistrats, en fait, s'ils poursuivent pour vol qualifié en réunion, avec un certain nombre de circonstances aggravantes, ce qui est assez facile, en fait, à démontrer si on a suffisamment d'éléments de preuve sur les conditions de réalisation du vol, ils obtiennent le même type de condamnation que pour association de malfaiteurs. Donc, comme association de malfaiteurs, ça ne marche pas, ils poursuivent pour vol. Donc, du coup, j'ai inclus tous les vols. Ah oui, mais alors, quand on inclut tous les vols, alors là, tous les voleurs ne sont pas des malfaiteurs de profession, en fait. Donc, oui, effectivement, je me suis retrouvée avec énormément d'affaires de vol, de 3000, bon, c'est pas non plus énorme, mais il y a aussi la correctionnelle, mais ils sont pas tous professionnels. Il y a plein de voleurs, c'est les voleurs occasionnels d'une fois. Et puis alors, comment vous faites avec ceux qui, mettons, sont dans une bande de proxénètes à 18 ans, puis à 30 ans, ils sont intégrés? Est-ce qu'il faut les inclure dans les statistiques? Est-ce qu'il faut les mettre dans la catégorie comme si toute leur vie, c'était ça leur stigmate? Alors, en fait, moi, j'avais cette base de données, j'ai passé beaucoup de temps à la mouliner, puis je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas faire ça. Par contre, ce que je peux voir, c'est que les magistrats des années 30, qui est des voleurs professionnels, ils vont parfois le mentionner, mais au fond, c'est pas ça qui est important pour eux. Par contre, plus on avance dans le temps, plus ça a l'air important. Plus ils vont dire, ah non, enfin, vous voyez, à la fin du 19e, ça devient vachement important, les professionnels. Donc ça, c'est une information sur comment on perçoit ce type de criminalité dans le temps. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette base de données? On voit apparaître les règlements de compte. Alors on peut aller avoir une source qui est les arrêts de la Chambre des mises en accusation qui résument les affaires, en fait, c'est-à-dire tous les éléments constitutifs de l'infraction qui ont été mis en évidence dans l'enquête pour ensuite justifier le renvoi vers les assises. Bon, ça permet de feuilleter très vite et de voir beaucoup d'affaires. On voit que les règlements de compte arrivent devant la justice à partir des années 1890.
Avant, il y a beaucoup d'assassinats et de meurtres, mais il n'y a pas ce type-là. Donc ça, c'est quand même un indicateur intéressant qu'on trouve dans ces archives. Mais elles ont finalement été plutôt utiles pour travailler sur, je dirais, le contexte global des comportements illicites et des comportements poursuivis par la justice. Un autre élément intéressant que je peux vous délivrer, c'est que dans les années 1850-1860, au moment du boom industriel de Marseille, il y a énormément d'affaires qui sont des affaires contre des travailleurs qui ne respectent pas des règles dans l'usine qu'on veut leur imposer. C'est-à-dire que, par exemple, ils partent chez eux avec des outils ou bien avec des rognures de métal. Vous voyez, des choses qui, avant, étaient tolérées et ne le sont plus et amènent à une sorte de normalisation par la condamnation. Mais là, on n'est pas non plus, vous voyez, dans le crime organisé. Donc tout ça, c'était relativement peu... Ouais, c'était pas suffisant, en fait. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi sur d'autres types d'archives, et notamment sur des archives qui étaient des imprimés, et sur la presse, pour voir les discours. Et aussi un thème, par exemple, qui est, enfin, comment dire, un type de source très intéressant, sont des sources savantes, scientifiques, c'est-à-dire comment, à la fin du 19e siècle, on voit émerger une pensée savante qui va aussi structurer la pensée dans la société sur ce crime, ce type de crime. Alors là, j'ai pris qu'un exemple, mais qui est un exemple important. À la fin du 19e siècle, vous voyez, c'est le progrès de l'anthropologie criminelle, de la sociologie, où on se demande un peu comment on peut expliquer le comportement criminel et surtout la récidive. Parce qu'en fait, par rapport à une vision où on se dit, un individu qui est condamné, qu'on va soumettre à une peine, il va se rendre compte que ce qu'il a fait, c'était mal et il ne va pas récidiver. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui récidivent? Et c'est vrai qu'alors moi, ceux sur lesquels je travaille, c'est plutôt ceux pour qui c'est vraiment comme un business, quoi, comme on dirait aujourd'hui. Donc ils récidivent tout le temps, en fait, du point de vue de la justice. Et donc Cesare Lombroso, un criminologue italien, dans L'homme criminel en 1876, puis il avait discuté de ça avec ses collègues dans des congrès scientifiques internationaux, il défendait la théorie du criminel né. Il pensait qu'en fait il y avait des individus, parce qu'à ce moment-là on réfléchissait à la biologie de l'être humain, à la génétique et tout, il pensait qu'il y avait des individus qui révélait des caractères hérités des temps presque ancestraux, et que c'était un peu comme des sauvages, un peu une forme d'atavisme, une résurgence, et c'est ce qui faisait que c'était des criminels irrécupérables. Et Gabriel Tarde, alors qui lui au départ est un juge d'instruction, mais qui ensuite est devenu un criminologue assez célèbre, il a écrit un livre, donc La criminalité comparée, qui est assez intéressante parce que lui il se moque un peu, enfin il rit un peu des théories de Lombroso, vous voyez, et il s'est intéressé à ces comportements, notamment à la Camorra, parce qu'à ce moment on commence pas mal à étudier aussi en France ce phénomène. La Camorra, il y voit une grande industrie criminelle, alors qu'en France on a beaucoup de petites échoppes du crime, et il dit les sociétés de criminels ressemblent plus à une corporation industrielle qu'à une tribu de sauvages. Donc on voit bien comment, en fait, on essaie de mettre des mots, de mettre des concepts, de transposer dans la réalité de la société, de les transposer sur cette réalité criminelle-là qui prend forme en fait de cette manière-là. Hein, je vous dirais aussi que le mot milieu, il vient pas de nulle part en fait, il vient de la pensée, des sciences de la vie. Hein. C'est d'abord là que naît l'idée de milieu, et après on le transpose au social. Donc voilà, c'est important pour moi de s'intéresser à toutes ces questions. Et le livre, il est le résultat finalement d'un effort pour articuler ces archives de la pratique, ces archives judiciaires, alors qu'ils sont aussi riches. Hein. Je vous montre un exemple ici. Alors ça se voit pas, mais ça concerne Noël Rinucci. Une des grandes familles en fait à ce moment-là assez importante hein, dans le milieu marseillais, qui est poursuivie parce qu'en 1931 il a tiré sur un militant communiste dans un meeting qui devient dans la presse le meeting sanglant.
Et vous avez dans ce dossier, en plus c'est assez chouette parce que vous avez les dépositions de Vincent Auriol et Jacques Duclos, hein, donc deux hommes politiques importants de l'époque, classés à gauche. Jacques Duclos il va avoir une évolution pas particulière, mais plutôt dans la mouvance socialiste. Et on a, vous voyez, ce type d'informations quand même sur le profil. Mais bon, si je vous montre ça aussi, c'est pour vous dire une autre chose. C'est que ce Noël Renucci, bah, on sait que c'est un personnage... La police, en fait, le surveille. Vous voyez ? Donc, il y a dans ce dossier un rapport de police qui nous dit bah, voilà, quel a été son parcours et qui nous dit qu'il a très mauvaise réputation, en fait. Voilà, sa conduite, sa moralité, sa réputation et ses fréquentations sont des plus mauvaises. Mais ce que la justice nous en dit, c'est ce qui est dans le casier. Il a été condamné pour adultère, pour tenue de maison de jeux de hasard, et il a pris 50 francs d'amende et 6 jours de prison avec sursis, et pour port d'armes, 50 francs d'amende. Un des problèmes qu'on rencontre quand on utilise les archives judiciaires pour travailler sur ces milieux, c'est que plus on va dire un criminel ou un malfaiteur est puissant, ben moins la justice elle arrive à l'attraper. Donc, en fait, c'est voué à l'échec, un peu si ce qu'on veut, c'est trouver les grands personnages. Et en revanche, la police passe son temps à les regarder. Hein, mais alors, à les regarder, on ne sait jamais dans ce que la police dit de ces individus, ce qui est de l'ordre du soupçon. Et c'est pas de la preuve, en fait. Donc, quand on est historien, c'est pareil, on se dit, bon, comment on doit travailler cela. Il y a une affaire, par exemple, dans le genre, qui est assez étonnante. Hein, c'est dans les années 1900, il y a beaucoup de violences avec des bandes de jeunes, des bandes de nervis, hein, j'espère que j'aurai le temps d'en parler, qui ont des altercations très violentes avec la police. Il y a des policiers qui sont tués, ils ont des altercations entre bandes, il y a des jeunes qui restent sur le carreau, il y a des passants qui prennent des balles perdues parce qu'ils tirent en pleine rue, voilà. Ça c'est dans les années 1900, autour du quartier réservé. Et il y a une affaire où des policiers qui viennent arrêter un suspect sont pris à partie par la bande qui leur tire dessus. Alors il n'y a pas de mort, mais simplement ce qui se passe, c'est que quelques jours après, un des policiers retrouve les noms de plein de gens, il dit plein de noms de jeunes en disant il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Et en fait, ils sont tous envoyés aux travaux forcés. Et ils n'arrêtent pas de clamer leur innocence en fait. Et même la Ligue des droits de l'homme proteste en disant là ça va pas, la justice fait pas bien son travail en fait. Et ça, même dans les archives nationales, on voit que manifestement cette affaire, en fait, ça a été une stratégie de la police pour évacuer ces jeunes, même s'ils n'étaient pas coupables de ce meurtre-là, de cette agression-là, de les évacuer du terrain. Et donc, il peut y avoir de la manipulation policière. Alors ça, c'est pour dire que aussi, quand on est historien et quand on se rend compte qu'il y a même de la manipulation dans les archives, on se dit, bon, alors comment faire pour travailler ? Alors, je vais avancer un petit peu parce qu'il est déjà 18h20. Pour vous dire que le dernier, peut-être la dernière couche de travail, elle a été de rajouter depuis les années 2010 une réflexion plus sur le politique. Au début, c'était pas tellement dedans. D'abord parce que c'était plus une thèse au départ d'histoire sociale et d'histoire culturelle qui avait tendance à évacuer le politique. Ça me posait quelques problèmes parce que le politique, il est quand même fondamental pour les années 20-30, parce qu'il y a une politisation de la question, surtout parce que c'est une période de très forte dénonciation de la corruption. Mais ça, j'ai pu le faire aussi après parce qu'il y a des historiens qui ont fait des programmes de recherche collectifs sur le sujet. Et ça a permis de mieux comprendre aussi comment tout cela fonctionne dans les années 30. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu pour... alors, comment je vais faire pour poursuivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... voilà, pour étudier la manière dont l'image de Marseille se dégrade. Il y avait deux voies que j'ai prises. C'est-à-dire d'une part s'intéresser aux acteurs,
ou à l'imaginaire des individus, et d'autre part s'intéresser au territoire. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché les descriptions de Marseille comme une ville du crime en tant que territoire, que ce soit parce qu'il y a un quartier réservé de la prostitution, donc on le voit comme le lieu de tous les trafics, ou bien carrément de manière métaphorique, où Marseille devient la ville soumise au crime, vous voyez, qui sont parfois des représentations qu'on voit dans certains médias encore aujourd'hui, avec donc corruption de la municipalité, corruption de la police, préfecture impuissante, justice vérolée, etc., etc. Donc j'ai regardé ça, et puis pour travailler sur les acteurs, en fait, j'ai pris en particulier une figure, c'est le nervi. Parce que le mot nervi, c'est quand même dans les dictionnaires le parler marseillais, ce qui désigne le mauvais garçon. Et les nervis marseillais, c'est ce qu'on trouve à l'origine de l'histoire du milieu marseillais dans toute la littérature parue sur cette question à partir des années 70. Donc le grand créateur de cette histoire, c'est Jean Basal, que vous avez peut-être lu, qui était un grand journaliste marseillais et qui avait commencé sa carrière d'ailleurs dans les années 30, mais à Paris. Alors je me suis dit, depuis quand il existe ce nervi marseillais? Est-ce que c'est un criminel, un souteneur depuis les années 1810-1820? En fait, non. On le trouve un peu dans les archives de la justice, dès les années 1830-40, mais il n'a pas vraiment l'image d'un malfaiteur, c'est plutôt un ouvrier en fait, beaucoup des ouvriers boulangers qui sont un peu des perturbateurs, on va dire, de l'ordre policé de la ville. Et vers 1838-1840, il se passe quelque chose, à ce moment où la bourgeoisie libérale marseillaise est pleine d'enthousiasme et imagine un avenir radieux pour sa ville comme grand port mondial. Il y a on va dire un polygraphe, c'est-à-dire un écrivain journaliste qui est aussi enseignant au conservatoire de musique, Gustave Benedi, qui publie un livre, Chichois vaut l'Ounervi de Moussoulon. Et les personnes ici qui connaissent un peu la culture marseillaise et puis voilà, savent qui est le personnage de Chichois, je pense. Et il raconte en vers, en idiome marseillais, les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Chichois. Et ce Chichois, il fait plein de bêtises, un peu comme les boulangers dont je vous ai parlé. Donc il saccage le cours. Le cours, c'est l'actuel cours Belzunce. Donc il arrive, il embête un bossu, il casse les bancs d'une échoppe, il enfonce le chapeau d'un francio, c'est-à-dire quelqu'un qui parle français, il lui enfonce sur la tête, vous voyez. Il désigne un homme, voilà, je veux dire, il y a d'autres choses en fait. Il fait voler en éclats, par exemple, une espèce de tamis plein de farine de quelqu'un qui se retrouve tout enfariné. Donc il commet plein de ce qu'on appellerait des incivilités, je pense. Mais finalement, il rencontre un bon ouvrier bien costaud, parce qu'il a eu le malheur de courtiser sa fiancée, qui lui met une raclée. Ça lui remet les idées en place. Et après, il rentre dans le rang, il devient... en fait, il fait une carrière... il fait un peu comme Bénédicte. Il va à Paris, il étudie la déclamation, parce que Bénédicte, il l'avait étudié, mais il n'avait pas réussi à faire carrière à Paris, donc il était revenu. Et à la fin, il devient maire. Enfin voilà, c'est une belle histoire d'intégration, comme avec une morale positive. Alors, j'ai pas le temps d'aller dans le détail de la description de ce nervi. Je vais plutôt vous montrer ces deux images. Vous avez là deux représentations qui sont un peu différentes quand même. La première à gauche, c'est le nervi dans Les Français peints par eux-mêmes. En fait, ce qui est pas mal, c'est que ce nervi, vous voyez, il n'est pas pareil que le nervi de Gustave Benedict, parce que le nervi de Benedict, il affectionne la veste ronde, il a des vêtements ajustés, un peu en patte d'éléphant, on dirait aujourd'hui, je pense, et puis surtout, il a une drôle d'attitude. Il est pittoresque avec son... Vous voyez pas? Ah, oui. Ah oui, je vais le remettre, c'est pour vous dire dans le texte. On le représente avec une démarche chaloupée, une drôle de posture, vous voyez, le ventre enfoncé, la partie inférieure du dos en saillie, il est un peu comme ça. Je vais vous le montrer. Là, on ne le voit pas se mouvoir, si vous voulez. Mais vous voyez la deuxième image avec la pipe, cette image-là, elle est
postérieure, bien postérieure, elle date de 1879, elle illustre, elle est en début du livre des rééditions des œuvres complètes de Gustave Benedy. Mais vous voyez, l'autre est très différente en fait, avec son chapeau. Alors Gustave Benedy, il nous dit, le Nervi en fait, il enfonce le chapeau sur la tête des gens, et ça c'est un Nervi qui a un chapeau. Parce que ça c'est le Nervi tel qu'il a été représenté dans un livre parisien qui s'adresse aux Parisiens. Voilà. Donc c'est une image différente. Mais ce Nervi, c'est pas du tout un criminel en fait, à cette époque. C'est soit pour les Marseillais, on va dire un jeune ouvrier, la jeunesse populaire, comme on pourrait dire aujourd'hui, avec toute sa vigueur et le fait qu'elle est assez peu disciplinée, mais qu'on peut discipliner si on lui met une bonne raclée, c'est ça qui nous dit Bénédicte, et qu'après elle va se mettre au service de la nation. C'est un peu ça le discours. Dans cette gravure, je pense que Aglaé l'aîné, qui ne devait pas du tout connaître l'original du Nervi, il l'a imaginé et il l'a peint un peu comme un jeune romantique de l'époque. C'est un peu ça que ça signifie. Donc ça, c'est pour vous dire qu'à cette époque, vous voyez, la représentation n'est pas la même à Marseille et à Paris, parce qu'il y a une vraie, on va dire, une vraie liberté culturelle, autonomie culturelle, de création locale. D'ailleurs, Taxil Delors, qui fait le texte pour les Nervis, sur le Nervi dans les Français peints par eux-mêmes, c'est un Marseillais monté à Paris. Hein, c'est un peu un transposeur de culture. Et puis après, il faut bien le faire correspondre à quelque chose que le public parisien va comprendre. Mais à partir de 1870 et de la Commune, ce Nervi devient vraiment dangereux. Alors ça commence un peu avant, mais là, il y a un vrai basculement. Il commence en fait à devenir un peu l'attrape-tout de toutes les menaces. Alors, il est malfaiteur, voleur, souteneur, agitateur politique. Hein, c'est un anarchiste, en fait. C'est celui qui vocifère dans les réunions, hein, qui veut du désordre, qui veut tout casser. Et puis, il fréquente le quartier réservé. Et là, vous avez un extrait de texte d'Horace Bertin, qui est aussi un grand journaliste marseillais de la fin du siècle, qui décrit le quartier réservé, le ghetto de l'amour, et le quartier de l'amour, le ghetto de l'amour. Et on y trouve, voilà, notamment, on y entend, c'est très sonore comme description, on y entend des éructations de Nervi. Donc pour Marseille, à la fin du 19e siècle, ce Nervi, c'est déjà un souteneur, vous voyez. À Paris, c'est un peu plus... le Nervi, ce qui est marrant, c'est que comme c'est un jeune Marseillais, il garde à Marseille, tout en étant un agitateur, une identité locale. C'est un Marseillais pour les Marseillais, vous voyez ? Vision nationale. Un Nervi italien qui surveille l'entrée des docks au moment d'une grande grève à Marseille. Pour les Marseillais, le Nervi, il n'est pas italien en fait, il est Marseillais. Mais pour les Parisiens, il est italien. Parce que le danger de Marseille à cette époque, outre le danger politique, c'est le métissage et c'est tous ces étrangers qui sont là. Et donc le Nervi, et c'est pour vous dire que ce Nervi, donc, il capte un peu toutes les peurs du temps. Autre représentation, début des années 1899 à Marseille. Vous avez là une autre vision très menaçante du Nervi. Ça, c'est le petit provençal. Alors là, on est en plein début de ce qu'on peut appeler la crise Apache ou la crise Nervi des années 1900. On a l'impression que toutes les villes sont soumises à la pression de bandes de criminels qui sont en plus des jeunes, donc c'est très inquiétant. Il y a une affaire qui se produit, un meurtre, c'est des jeunes, ils ont 16-17 ans, hein, donc ça évoque un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Un individu qui s'appelle Jules Fontenot, qui a tué deux jeunes, dira-t-il ensuite, parce que sinon c'est eux qui l'auraient tué. Donc il a pris les devants, il les a tués. C'est manifestement dans le milieu des souteneurs, mais pas seulement des souteneurs, en fait, et puis pas du quartier réservé. Ça se produit autour de l'Opéra. C'est-à-dire, c'est un vendeur de contre-marques, et en même temps, c'est un jeune qui vit un peu de la prostitution et de petits trafics. Donc ça, c'est aussi pour dire qu'on focalise à Paris sur le quartier réservé, mais qu'en fait, potentiellement, les trafics dans le quartier de l'Opéra, mais il y en a aussi pas mal à cette époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a disparu, ce personnage. Et dans la presse, les journalistes, en fait, entendent des rumeurs comme quoi, dans les milieux interlopes, on aurait fait une quête pour qu'il puisse s'évader. Donc, d'où cette image un peu humoristique. Hein. Chez nous,
dire après que la solidarité est morte ici-bas. Non, osez-vous, c'était ça. Osez-vous dire encore que la solidarité est morte après ça. Et puis alors, je vous ai mis cette autre image parce que cet autre dessin du même dessinateur, Blash, hein, qui publiait dans une rubrique fantasy de la semaine. Ça fait un peu penser à ce qu'on peut voir dans le Canard enchaîné, en fait, ces fantasy, hein, dans le Petit Provençal, où là, ça nous montre le même arrivant à l'hôtel de la Corne d'Or. Parce qu'en fait, ce personnage, il a réussi à échapper aux recherches policières et à s'embarquer sur un navire, mais sur le navire à destination de Constantinople. Et là, vous voyez, eh ben, on l'a représenté en poisson, parce que c'est en maquereau. Et puis, on lui a mis, je pense, ça a l'air d'être un chapeau, mais c'est un peu, je pense, vous voyez, c'est un navire à moteur, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est la cheminée, en fait. Je pense qu'il a, comme ça, probablement sur la tête. Dernière image qu'on trouve dans la presse, qui est formidable, qui est aussi dans le livre de Martin Huck, d'ailleurs. Hein. Une photo de la bande de Saint-Jean, ces fameux nervis du quartier Saint-Jean qui ont été mis hors jeu grâce à plusieurs étapes de répression policière à la suite de guerres fratricides en leur sein. Et on les voit là, l'image elle est un peu coupée, mais en fait ils sont en train de jouer au bonneto et ils jouaient dans des parapluies. Comme ça, quand la police arrivait, ils fermaient très vite le parapluie et ils partaient. Et c'était des sortes de jeux de cartes. Et là, vous les voyez qui sont. Enfin, je veux dire, par rapport à cette image-là, vous voyez, où on le voit mal fagoté, avec le vêtement rapiécé, etc. En fait, c'était plutôt. Ils étaient pas mal habillés. Ils devaient déjà à ce moment-là faire attention à leurs vêtements. Et on voit encore une image du nervi. Vous voyez, là, on est dans les années de l'entre-deux-guerres et on est dans une autre Marseille, puisque vous avez ce personnage qui est habillé lui aussi en nervi, mais qui a la peau noire. Donc on est dans cette Marseille avec un milieu qui est un espace où vous avez des populations qui sont en partie issues des colonies, mais aussi de l'Amérique noire, aussi de la Caraïbe. Vous pouvez avoir une relative en fait fluidité sociale qu'on a moins dans d'autres étapes, dans d'autres espaces sociaux. Dans l'entre-deux-guerres, ce mot nervi, en plus, immigre dans le registre politique. Hein. C'est-à-dire qu'on désigne comme nervi des gens qui sont on va dire, alors c'est des grands électeurs, mais des agents électoraux, c'est-à-dire des gens qui se mettent au service de politiciens pour leur faire gagner les élections. Donc, c'est en suivant, vous voyez comme ça, des mots, des représentations qu'on voit un peu comment les choses évoluent. Alors, si vous me permettez, si je peux prendre encore un petit peu de temps, ce que je vais faire, c'est conclure peut-être, parce qu'il est 18h30 et donc ça fait 1 heure que je parle. Je vais conclure juste en vous disant qu'est-ce qu'il y a dans ces différents chapitres, rapidement, comment le livre, qu'est-ce que j'ai finalement fait, parce que ce livre, il a une construction qui est chronologique. Donc, dans les premiers chapitres 1 et 3, j'ai plutôt traité des années 1810 aux années 1880. Le premier chapitre, il est vraiment sur les archives judiciaires. Et il m'a permis de voir qu'il existait des formes de vol et de trafic endémiques. Mais on voit assez peu la prostitution parce qu'il n'y a pas de pénalisation du proxénétisme. On la voit par des violences que des souteneurs peuvent commettre sur des prostituées et on la devine quand il est question de bandes d'ouvriers boulangers qui frappent les prostituées. On ne sait pas trop si c'est parce que, même les juges, ils ne savent pas trop en fait, si c'est parce qu'elles ne veulent pas avoir des relations sexuelles avec eux, parce qu'elles se destineraient à une clientèle plus aisée, ou si c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Donc, c'est un peu flou pour cette période. Maintenant, c'est sûr qu'il y a déjà des souteneurs. Hein. Annick Rani, qui a fait un gros travail sur l'histoire de la prostitution, elle montre qu'il y en a au XVIIIe, donc ça n'a pas changé. Ce que j'ai vu qui était vachement intéressant pour cette période, c'est que Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup de pauvres. C'est-à-dire que le grand récit de la réussite économique marseillaise, il ne faut pas qu'il occulte le fait qu'il y a des classes populaires qui ont du mal à vivre. Et on voit beaucoup de petits trafics, autour du port, par exemple, avec des individus qui vont voler dans les sacs
de marchandises qui sont sur le port et qui ne sont pas protégées pour essayer d'aller les revendre à des commerçants qui les achètent parce qu'il y a un secteur, il y a comme un peu une seconde main, vous voyez, pour des produits même alimentaires. Et ça, c'est quand même, il y a beaucoup aussi de fripiers. Ça, c'est quand même un signe qu'il y a encore pas mal de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du neuf et qui ne mangent pas bien. Et on voit un peu tout ça dans cette période et on voit arriver vraiment des bandes de criminels, des bandes criminelles, des organisations criminelles dans les années 1850-1860, en particulier parce que la police surveille les Italiens. Alors je ne vais pas dire que les Italiens ils sont plus criminels et voleurs que les autres, mais quand vous avez ce grand courant d'immigration de travail, vous en avez qui en profitent en fait. Vous avez des gens qui par exemple, il y a une bande assez importante composée d'évadés des bagnes italiens qui viennent travailler en France, parfois certains qui essayent d'ailleurs de se réinsérer, mais qui sont identifiés par leurs anciens complices qui les forcent en fait manifestement à retourner commettre des vols et notamment des vols de grand chemin. Ça évidemment ça inquiète énormément, mais ça apparaît aux contemporains comme une réalité archaïque. C'est-à-dire, oui, voilà, les immigrés italiens, ils arrivent chez nous, ils introduisent un brigandage de grand chemin qui n'existait plus chez nous, pays de la modernité, bien plus moderne que chez eux. Ça va disparaître, c'est leur faute, c'est pas Marseille, du coup. Pourtant, la peur de l'insécurité, elle augmente à Marseille dès ces années-là, et même à partir de 1848. On voit bien qu'elle est liée aux politiques, parce qu'il y a la révolution de 48. Et elle augmente à ce moment-là, elle occupe pas mal les magistrats, beaucoup dans les années 1860, parce que politiquement, Marseille, la population marseillaise n'est pas très favorable au Second Empire. Donc il y a de l'agitation. Et puis parce qu'il y a de plus en plus, il y a un grossissement de la population, donc c'est plus compliqué de la contrôler et de la surveiller. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressée dans les chapitres, que j'ai traité dans les chapitres 2 et 3. Mais il y a un décalage entre les représentations locales, de la bourgeoisie locale, des magistrats locaux, et puis ce qu'on pense à Paris, en fait. C'est-à-dire qu'à Paris, on dit Marseille, c'est une ville très tranquille. Parce que le gros problème, c'est Lyon à l'époque. Parce qu'il y a les canuts lyonnais, qui sont vraiment une classe ouvrière très revendicative, avec pas mal de grèves et de violences. La ville a failli être prise, ils ont failli en prendre le contrôle, donc on pense que Marseille n'est pas très dangereuse. Et quand bien même il y a une commune marseillaise, au fond, ça n'a pas beaucoup d'impact. Dans les chapitres 4 et 5, je me suis intéressée à cette Marseille de la fin du siècle qui devient une grande ville populaire avec cette prolétarisation ouvrière, cette ville conflictuelle avec les vêpres marseillaises dès 1881, cette ville où progresse le socialisme et l'anarchisme. Il y a beaucoup de grèves. Marseille, c'est une ville où il y a une figure, par exemple, comme Baptistin Travail. Baptistin Travail, c'était un anarchiste qui prônait non pas les attentats, parce qu'on avait vu que ça n'avait pas marché, mais ce qu'on appelait la reprise. C'est-à-dire commettre des cambriolages, et avec le produit du vol, éditer des brochures pour diffuser des idéaux anarchistes, et puis aussi faire tomber le capitalisme par le cambriolage. C'était un peu ça son idée. Donc il y avait toute cette dynamique, et ça inquiétait quand même énormément à Marseille. Dans cette période, on voit d'une part une transformation importante du vol, des pratiques du vol, parce qu'il y a une transformation des pratiques de la sécurisation des biens, donc les voleurs s'adaptent. Donc c'est le moment où on voit arriver les perceurs de coffres-forts, par exemple, vous voyez, ou les voleurs de train, parce que les richesses circulantes, en fait, sont plus difficiles à sécuriser. Ne sont pas sécurisées, pas bien sécurisées, donc il y a une brèche dans la sécurité. Donc il y a pas mal de voleurs qui se spécialisent dans ces secteurs, et ça crée une sorte d'élite des voleurs, vous voyez, qui n'existait pas vraiment avant, quand, au fond, les biens n'étaient pas bien protégés. Ça crée des gens qui ont des compétences techniques. Par exemple, il faut savoir ouvrir un coffre-fort, c'est pas simple. Et d'autre part, c'est aussi à cette période qu'on voit monter en force des souteneurs, donc des gens qui, ont des intérêts dans le trafic de prostitution et dans les maisons closes et dans les tripots. Et ça, les tripots, moi je l'ai vu grâce à la numérisation de la source. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler au moins un plasticage d'un bar qui refuse de payer la dîme, en fait, parce qu'il raquette, en fait, en contre-protection,
les établissements. Et ça, on le voit arriver à ce moment-là. Du point de vue de la société, ça montre quoi? Ça montre qu'à Marseille, désormais, il y a des gens qui peuvent dépenser leur argent à des consommations qui ne sont pas juste des consommations alimentaires, qui sont des consommations ludiques. Par exemple, on va dans les tripots. Hein. Mais c'est dû aussi au fait qu'il y a une multiplication des circulations et qu'il y a beaucoup d'étrangers de passage à Marseille qui éventuellement peuvent aller dépenser leur argent. Donc, il y a, parce qu'on est dans cette grande période d'émigration internationale. Donc il y a évidemment beaucoup de richesses qui circulent à Marseille. C'est aussi la période où Marseille, c'est une place tournante de la circulation de la fausse monnaie. Par exemple, il y a un pic en fait de circulation de fausse monnaie qui montre qu'il y a toutes ces circulations très, très importantes. La période des années 1900, c'est celle où on voit se politiser la question criminelle localement et nationalement. C'est le moment où, à la suite de cette crise des années 1900, l'État décide d'intervenir pour, l'État, le gouvernement radical socialiste, qui veut prouver quand même que lui aussi maintient l'ordre, il décide de placer la police de Marseille sous le contrôle du préfet pour la soustraire à la municipalité. Au nom du fait qu'il y a des nervis, qu'il y a des trafiquants, tout le monde est d'accord avec ça, sauf qu'en fait, le gros enjeu de soustraire la police au maire, c'est que le maire, s'il est socialiste, est-ce qu'il va réellement maintenir l'ordre quand il y a des grèves? Et c'est vrai que Flessière, c'était un maire, quand il y avait des grèves, il allait dans les journaux pour dire « ils ont bien raison de faire grève, d'ailleurs on va donner de l'argent, on va créer une boulangerie financée par la municipalité pour soutenir la grève ». Et donc là, évidemment, pour le patronat, pour toute une partie, même au plan, après, on peut discuter de la légitimité de cette façon de voir les choses, mais effectivement, le maire, normalement, il est là pour administrer la ville. Enfin, il n'est pas censé prendre ce parti-là. Il serait plutôt là, normalement, pour aider à la négociation entre le patronat et les ouvriers, mais il n'est pas là pour prendre le parti des ouvriers. Donc, si on enlève la police au maire, comme ça, on va pouvoir mieux la contrôler. Donc il y a tout ça qui se passe. Mais lorsque vous avez une sphère médiatique où les nervis marseillais deviennent un problème majeur, aussi parce qu'il y a les Apaches parisiens, bien sûr, et où le gouvernement prend la parole en disant « Vous avez raison, il y a un problème très important et nous allons donc faire une grande réforme policière ». Ça peut rappeler d'autres événements plus récents. D'ailleurs, plus directement centré sur la question du crime organisé. Mais tous les gens se disent, à mon avis, moi c'est ce que je ferais, je me dirais, si le gouvernement décide de mettre de l'argent pour ce problème-là, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est pas juste qu'on fabule. De fait, il y a vraiment des choses qui se passent, mais ça ancre dans les représentations cette image-là précisément de Marseille. Et puis le dernier chapitre, qui est un gros chapitre, il parle des années 1910-1930, de la transformation des trafics criminels. En particulier, on voit arriver la montée du trafic de drogue à ce moment-là, lié à sa réglementation par la Société des Nations. Il y a un contingentement drastique, alors qu'avant ça n'était pas le cas. Donc là, il y a vraiment une manne pour les trafiquants. Et quelqu'un comme Paul Carbone, il est réputé être allé organiser un peu le secteur de la production d'opium en Turquie, par exemple. Donc, on voit bien le lien entre les choix faits, mais après, ces choix sont des choix politiques, des choix au nom de comment on se représente, ce qui est moral ou pas moral. Mais après, ça a ce type aussi de conséquences. C'est pas pour faire l'apologie de la non-pénalisation, mais c'est vrai que ce mécanisme, moi je l'ai vu à plusieurs reprises. Quand vous pénalisez certaines pratiques, fatalement les gens qui les pratiquaient la veille, le lendemain ils deviennent criminels, et puis aussi vous faites monter les prix sur les marchés qui sont les marchés non légaux, parce que ça devient une ressource plus dangereuse à procurer. Donc on voit monter ces nouveaux trafics. On voit aussi se structurer des représentations nouvelles, en particulier la représentation du milieu qui apparaît à ce moment-là et qui marque une rupture avec la pègre. La pègre, c'est vraiment un imaginaire des années 1900 et c'est un imaginaire du crime encore dans les bas-fonds, avec la pauvreté. Vous voyez, les nervis sont... Bon, même s'ils friment un peu comme le nervi de Bénédicte, en fait. C'est un peu... mais ils ne sont pas enrichis, en fait. Alors que le milieu... C'est une représentation du crime qui, dans son style de vie,
est détaché des bas-fonds. Ça ne veut pas dire qu'il en est détaché au plan social. C'est-à-dire c'est une ressource intéressante, les personnages les plus importants du milieu, parce qu'ils ont toujours des connexions avec des gens qui peuvent après aller, on va dire, faire le coup de poing dans la rue s'il y a besoin. Mais, par exemple, Paul Carbone, il a un yacht. Vous voyez, si vous allez en ligne, vous pouvez trouver un témoignage vachement intéressant de Marie Paoleschi, qui était la femme d'un truand marseillais. Elle raconte qu'elle gagnait tellement bien sa vie comme prostituée, parce qu'elle était apparemment ça marchait bien pour elle, ce métier, que ils avaient plein d'argent. Et elle dit qu'en fait, ils pouvaient jeter l'argent par les fenêtres. En fait, après, la pauvre, elle a fini, par contre, dans la misère. Mais quand ils étaient dans cette période-là, et après la guerre aussi, ils avaient aussi un très grand bateau, donc ils ont des automobiles puissantes, ils fréquentent les dancing, ils boivent du champagne, enfin voilà, vous avez toute cette dimension, et ça frappe beaucoup les contemporains parce que c'est un imaginaire qui prend énormément d'importance au moment de la crise, dans la crise économique, au moment où les classes moyennes et les petites gens elles souffrent beaucoup. Donc il y a un rapport très ambivalent en fait à cet imaginaire, parce qu'il y a à la fois de la fascination pour des gens qui respectent pas les codes. On se dit moi aussi si je respectais pas les codes, peut-être je serais riche comme eux. Et en même temps, il y a aussi un rejet de ce qui pourrait être le pouvoir de l'argent, en fait, de l'argent mal gagné, de l'argent sale. Il y a beaucoup de discours qui sont quand même très moralisateurs. Et puis, c'est dans les années 30. Alors, les années 20-30, c'est un moment vraiment très, très étonnant pour Marseille, parce que d'abord, dans les années 20, se constitue ce qu'on peut appeler le mythe du Marseille moderne, c'est-à-dire Marseille, la ville... vous voyez, au sens du cosmopolitisme positif, de la ville qui ouvre sur l'ailleurs. Et ça joue parce qu'on est aussi au lendemain de la Grande Guerre. Vous voyez, on est dans les années folles. Et on a envie d'évasion, on a envie de paix. Et on se dit, mais est-ce que peut-être la paix, on ne va pas la retrouver à Marseille, cette ville en bordure de Méditerranée? Vous voyez, tout cet imaginaire, carrefour des peuples, carrefour des cultures, etc. Alors que la guerre, finalement, c'est au nord c'est un peu avec l'Allemagne, c'est l'Europe du Nord. Donc je pense que ça joue beaucoup. Mais à ça s'ajoutent deux autres choses. D'abord, vous voyez, c'est aussi en surfant sur cette représentation-là de la ville, qui est beaucoup une représentation d'avant-garde. On en trouve une trace dans les cultures populaires avec le succès de Pagnol. Vous voyez, c'est plus accessible pour une partie de la population que les photos d'art sur du pont Transborder. Donc vous avez tous ces aspects positifs. Et en même temps, dans les années 30, au fur et à mesure que la crise économique s'approfondit, que le désarroi dans la population se diffuse, qu'il y a une contestation du régime de la Troisième République, on voit les images négatives revenir. Marseille, ville de l'insécurité, Marseille, ville du désordre, Marseille, ville de méridionaux, immoraux, paresseux, qui ne travaillent pas, le maillon faible de la nation, en quelque sorte. Et c'est dans ce contexte-là qu'à la fin des années 30, il y a une énorme campagne de presse après l'incendie des Nouvelles Galeries. Alors on pourrait en dire encore, parce que tout ça, c'est une période qui est très très complexe, la fin des années 30, même en travaillant récemment un peu sur la mise sous tutelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette mise sous tutelle, quand on la voit du point de vue d'en bas, c'est-à-dire du point de vue marseillais, vous voyez, c'est vraiment la punition, en fait. Et si on retourne au décret, parce que c'est un décret, c'était la politique de décret-loi de la fin de la Troisième République, autoritarisme, pour prendre des décisions rapides dans un contexte de guerre qui approche. Et il y a tout un ensemble de décrets-lois qui sont pris en 1939, beaucoup pour la défense nationale. Et parmi ces décrets-lois, il y a mise sous tutelle de Marseille. Mais en fait, il y a aussi une réforme du statut de Paris, sauf que Paris n'est pas mis sous tutelle. Et cette mise sous tutelle, elle est seulement pour 6 ans. Bon, c'est beaucoup, c'est sûr. Elle est pour 6 ans. Et elle place la ville sous le contrôle d'un administrateur extraordinaire qui est un haut fonctionnaire. Parce que du point de vue des inspecteurs des finances et de la Cour des comptes, la ville est en banqueroute, en fait. Donc il faut trouver une solution. Et eux, leur solution, c'est de réformer l'administration, de renvoyer une partie du personnel municipal
parce qu'il y a la conviction qu'une partie de ce personnel a été embauché pour des raisons clientélaires et non pas pour des raisons de compétences, et qu'il y en a trop. En fait, c'est vrai que les rapports, ils sont vraiment étonnants sur la croissance de ce personnel. Et que personne n'osera localement, dans la classe politique locale, personne n'osera le faire. Donc il faut le faire par quelqu'un qui n'est pas d'un parti politique et quelqu'un qui est un haut fonctionnaire. Et derrière tout ça, il y a aussi toute une pensée de la réforme de l'État et de l'administration publique qui mature depuis 20 ans, en fait, parce qu'on se demande comment on peut faire pour que l'État soit efficace. Sachant qu'on est dans cette période de début d'État-providence, vous voyez, donc où l'État fait des politiques sociales, mais ces politiques sociales, elles sont faites grâce aux impôts. Donc comment on peut justifier que ces politiques sociales, elles sont bien faites, hein? Et donc ce qu'on pense à ce moment-là, c'est qu'il faut rationaliser le fonctionnement de l'administration pour qu'elle coûte le moins cher possible, pour que ce soit le plus légitime possible comme dépense, on va dire, en s'inspirant des théories de la rationalisation des entreprises qui, en ce moment-là, sont en pleine ébullition. Vous voyez ? Comment on peut le transférer dans les services publics ? Et donc, il y a tout ça derrière la mise sous tutelle de Marseille. En fait, quand on lit le petit rapport introductif, en fait, on est presque étonné parce qu'on a l'impression que les inspecteurs des finances, ils sont super contents, en fait. Alors, peut-être aussi pour faire passer la pilule, peut-être aussi qu'ils n'ont pas conscience de l'effet que ça va produire, hein, à Marseille, parce que, comment c'est perçu à Marseille ? On dit au maire, tu n'es plus libre de prendre les décisions pour ta ville, en fait. Mais voilà, c'est plus complexe, et il en est resté à Marseille, évidemment, l'opprobre, la honte, le sentiment d'avoir été puni. Mais cette punition, quand on la regarde d'en haut, elle est plus complexe. Voilà. Bon. Je crois que je vais en rester là, parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout discuter. Donc, merci. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. S'il y a des questions dans la salle, nous avons les micros. Une question là-bas. Bonsoir. 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 Je reviens finalement au début de votre intervention. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, en tant qu'historienne, vous écririez de la même façon cette histoire, notamment ce que vous dites au début, c'est une histoire d'homme, une histoire de masculinité. Est-ce que vous réécririez la même histoire ou est-ce que vous cherchiez d'autres sources ? Est-ce que vous, notamment sur les représentations et la représentation d'une masculinité à travers aussi le crime ? Ouais. Oui, effectivement, la question de la masculinité, je ne l'ai pas beaucoup abordée parce qu'au fond, j'ai été de plus en plus travaillée par le politique. Voilà, par la politique, par tout ce que cette histoire, elle révèle de rapports de domination. J'en parle un petit peu parce que, par exemple, le nervi tel qu'il est décrit par Bénédicte, dans sa façon de marcher et dans son attitude, il y a à la fois... une forme de mépris de classe. Parce que s'il marche comme ça et s'il est ridicule dans son accoutrement, c'est parce que c'est un peu un ouvrier qui veut faire costume du dimanche, mais il est ridicule par rapport à ce qui serait l'élégance bourgeoise, qui est une élégance qui ne doit pas être matu vue, en fait. Et c'est pareil pour les hommes du milieu, c'est-à-dire, je me suis vraiment posé aussi cette question, c'est-à-dire, dans leur manière de s'habiller, avec des diamants et tout ça, c'est vachement voyant. Et donc, souvent, on dit, ouais, c'est vrai, ça fait nouveau riche, quoi, comme on peut dire parfois. Mais en fait, il y a aussi une façon, à mon avis, de montrer qui on est, quoi. Et donc là, on est aussi dans une façon d'habiter sa masculinité. J'ai aussi un petit peu travaillé, il y a des passages un peu dans le livre sur les rapports avec les prostituées. Le fait que, par exemple, il y a quand même beaucoup plus faudrait revoir, mais il y a beaucoup de violence des souteneurs sur les prostituées. Il y a des preuves vraiment importantes du fait que s'il y a certaines prostituées qui sont, qui ont l'air de faire des choix, au fond,
de dire bon ok là je suis avec toi mais quand mon Max sort de prison c'est lui que je veux parce qu'en fait on était à l'école primaire ensemble en Corse, c'est mon copain, on se connaît bien, etc. Voilà. Donc elles ont une forme d'autonomie et puis en même temps il y a énormément de femmes brutalisées de manière très dure et ça m'a aussi intéressée, mais c'est vrai que bon, c'est pas un fil directeur. Donc ça, c'est des questions qui pourraient être encore creusées, qui l'ont été, par exemple, dans le volume sur l'histoire contemporaine de la masculinité dirigé par Corbin. Il y a un article sur l'homme criminel, je crois, fait par Dominique Khalifa, et qui est beaucoup sur l'homme du milieu, avec... oui, toute cette dimension. Et puis là, j'ai fait. Donc voilà, c'est pour dire que je suis d'accord. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, on pourrait travailler différemment. On pourrait aussi s'intéresser beaucoup plus à la question de la diversité des origines, des souteneurs. Ça a été fait un peu par d'autres que moi, donc je l'ai intégré. Mais c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai travaillé là-dessus, c'était pas si important que ça, même si on faisait déjà de l'histoire des femmes et que l'histoire des femmes dans le milieu m'avait pas mal aussi intéressée. Donc oui, je pense que c'est un point de vue, c'est une thématique possible. Une autre question ? Merci Madame pour cet exposé qui était très intéressant. J'ai en particulier apprécié la démonstration que vous avez faite à partir des archives judiciaires. Mais dans ces archives judiciaires, j'aurais beaucoup apprécié que vous les classiez en fonction de la gravité des meurtres et des crimes. Et en particulier, vous savez que Marseille est tout de même la ville où on a construit une prison qui s'appelle les Baumettes, et que c'est la seule ville de France où on a, dans cette prison, construit un édifice particulier où siégeait la fameuse guillotine. Donc y a-t-il eu à Marseille plus de condamnations à mort pour des crimes que dans d'autres villes ? Je sais pas, mais j'ai pas travaillé là-dessus. Il y a une thèse, moi j'ai pas cherché ça. J'ai pas cherché. Honnêtement, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve, de malfaiteurs de profession. Ils partent plutôt au bagne, en fait. Quand ils ont des... Par exemple, tous les nervis, tous les nervis des années 1900, il y en a beaucoup qui vont au bagne. Je pense qu'il y en a qui sont condamnés à mort par contumace. Et ce que je peux vous dire par rapport à la peine de mort, c'est qu'il y a Albertini le fou, qui est condamné à mort par contumace, et quand on le retrouve, il est alors au Portugal, je pense, et que le Portugal refuse de l'extrader tant qu'il n'a pas la certitude qu'il ne sera pas condamné à mort, parce que la peine de mort a été abolie au Portugal, par exemple. Mais il y a des figures de monstres, évidemment, condamnés à mort, en particulier Maucuer, à qui on fait porter le chapeau du meurtre de 3 policiers dans un braquage de bureau de poste en 1932. Et voilà, lui, il est vraiment traité médiatiquement comme un monstre, au point que lorsque le procès s'ouvre, les journalistes ils sont un peu stupéfaits, parce qu'il va arriver un petit homme avec une barbiche, des petites lunettes. Il ressemble pas du tout à l'image qu'il s'en faisait. Et lui, il est effectivement condamné à mort, par exemple. Mais plus, je sais pas. Il y a aussi Riffaut, qui a été guillotiné sur la place Sébastopol. Exact. Mm-hmm. C'est celui qui avait participé au braquage dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça, braquage dans les terrains vagues. Ouais, c'est ça. D'autres questions ? Bon, mais je pense qu'on va pouvoir. Ok, bon, je suis désolée, je vous ai un peu. Enfin, j'ai tout dit. Enfin, il nous aurait fallu une heure de plus, en fait. Voilà, désolée. Merci pour votre patience.